Alors, Monsieur le Président de Parents Partenaires en Éducation, administrateurs et administratrices au Conseil d'administration, distingués invités, partenaires scolaires, participantes et participants, ainsi que vous, chers parents, je me présente, mon nom est Nathalie Lachange, je suis la directrice des communications ici au sein de la superbe équipe PPE et je serai votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Alors, bienvenue en direct de Sudbury, où nous avons le bonheur de nous retrouver en personne et en virtuel via nos plateformes virtuelles Zoom et un Facebook Live aussi ce matin pour notre congrès annuel des parents 2025. Alors, oui! Alors, cette année, nous nous réunissons sous un thème porteur d'espoir, semer le bien-être, récolter l'épanouissement. Alors, un immense merci de vous joindre à nous ce matin, aujourd'hui, pour vivre ensemble ce moment inspirant de partage, d'apprentissage et de réseautage. Alors, avant d'aller plus loin, nous tenons à souligner que notre travail, tout comme celui de nos partenaires provinciaux, se déroule sur des territoires ancestraux où 46 traités et autres accords ont été conclus. Aujourd'hui, nous souhaitons reconnaître que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel des Atikameksheng, Anishinaabeg et la nation Anishinaabeg-Wahnapitae, visée par le traité Robinson-Huron de 1850. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre, apprendre et travailler sur ces terres, connues aujourd'hui sous le nom de Sudbury, en Ontario. Nous exprimons notre gratitude envers les Premières Nations, les Métis et les Inuits, pour leur présence continue et leur relation durable avec ces territoires. Nous réaffirmons notre engagement vers la réconciliation ainsi que notre responsabilité collective à établir et à maintenir des relations respectueuses avec les peuples autochtones. Alors, j'aimerais prendre un moment aussi pour souligner notre gratitude envers nos bailleurs de fonds, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada, pour leur soutien financier continu. J'aimerais aussi souligner la généreuse commandite de notre commanditaire prestige, l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, l'AEFO. Et j'aimerais aussi souligner notre partenaire et commanditaire, le consortium Centre Jules Léger, qui, de par leur généreuse contribution, vous offre tout au long de notre congrès une interprétation en langue des signes québécoise. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir les interprètes en LSQ, Rosie-Anne Brisebois et Nadia Canuel de la firme d'interprétation Signes et Paroles, que vous voyez déjà à l'œuvre ici à l'écran et sur notre plateforme de diffusion virtuelle, je crois dans le coin à la droite de votre écran. Alors, merci à toutes et à tous pour votre engagement et pour permettre à cet événement de prendre une forme si réussie. Alors, comme vous l'avez sans doute compris, nous offrons notre congrès cette année en format hybride. Nous avons des parents engagés, des partenaires, ainsi que des parties prenantes dans le secteur de l'éducation qui se joignent à nous sur place et du confort de leur foyer via nos plateformes de diffusion virtuelle. Alors, pour ceux et celles qui participent à distance, Mabel Chen, notre agente des projets bénévoles, est à votre service en tant que gestionnaire du clavardoir. Alors, les consignes techniques vous ont probablement été partagées déjà. Alors, nous avons l'immense aussi honneur de compter aujourd'hui sur la présence de deux partenaires essentiels représentant nos deux conseils scolaires d'accueil de la région du Grand Sudbury. Monsieur Tom Michaud, directeur de l'éducation du Conseil scolaire catholique Nouvelon. Oui, Monsieur Alain Gélina, directeur de l'éducation par intérim du Conseil scolaire du Grand Nord. Et nous sommes également ravis d'accueillir Jérémy Lepage, directeur de l'éducation du Conseil scolaire catholique des Grandes-Rivières, qui est parmi nous aussi aujourd'hui dans la salle. Alors, merci infiniment à chacun d'entre vous pour votre présence et votre appui à la francophonie en Ontario. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter un mot du président de Parents Partenaires en Éducation, Paul Barry. Bien que Paul soit parmi nous aujourd'hui dans la salle, pour faciliter le déroulement, il a enregistré son message. Mais avant de lancer la vidéo, j'aimerais souligner un petit quelque chose de spécial. Notre Paul Barry vient tout juste de recevoir la médaille du couronnement du roi Charles III, une prestigieuse reconnaissance nationale pour son engagement communautaire exceptionnel. Alors, bravo à toi, Paul. Alors,
Paul est père de 3 enfants et un bénévole infatigable. Je vous le dis, j'ai de la misère à le suivre moi-même. Actif du local jusqu'au national, que ce soit à PPE, dans les conseils d'école ou au sein d'organismes comme la Commission nationale des parents francophones, le Médial d'Épinette Noire, les cadets royaux de l'armée, puis je n'en nomme que quelques-uns ici. Depuis 6 ans, Paul œuvre avec passion chez PPE. Et en juin 2025, il célébrera 4 ans comme président de notre conseil d'administration. Alors, on est tellement entre de bonnes mains. Alors, nous remercions également l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, pour son rôle clé dans la nomination de Paul pour cette médaille. Alors, écoutons maintenant le message de Paul. Chers parents francophones de l'Ontario, c'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à notre congrès annuel des parents 2025 sous le thème « Semer le bien-être, récolter l'épanouissement ». Chez Parents partenaires en éducation, PPE, nous savons que le bien-être des enfants passe aussi par celui des parents. C'est pourquoi, au cours de la dernière année, nous avons mis un accent particulier sur la santé mentale, en développant des ressources et des espaces de dialogue pour vous accompagner dans votre rôle de premier éducateur et de premier intervenant. Le cheminement parental est rempli de défis, mais il est aussi une opportunité de grandir, d'apprendre et de se soutenir mutuellement. Ce congrès est l'occasion de poursuivre cet engagement en vous offrant des outils concrets, tels que notre conférence principale, qui propose des stratégies adaptées aux réalités des familles immigrantes, tout en étant très informative pour l'ensemble des parents. Car quel que soit notre parcours, nous partageons tous et toutes le même objectif: offrir à nos enfants un environnement propice à leur épanouissement. PPE est également fier de souligner les collaborations exceptionnelles que nous avons bâties avec divers organismes communautaires et conseils scolaires franco-ontariens. Ces partenariats nous permettent d'élargir notre portée et d'offrir des initiatives toujours plus enrichissantes pour les parents de langue française de l'Ontario. Enfin, rien de tout cela ne serait possible sans nos incroyables parents bénévoles, qui donnent généreusement de leur temps et de leur énergie pour faire rayonner PPE. Votre engagement est le cœur battant de notre organisation. Et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Merci d'être ici aujourd'hui, de faire partie de cette belle communauté de parents engagés et de contribuer chacun et chacune à votre façon, au bien-être et à la réussite de nos enfants. Ensemble, cultivons le bien-être et récoltons l'épanouissement. Au nom de tous les membres de notre équipe, je vous souhaite un excellent congrès. Frank? Oui! Merci, Paul, pour ton leadership exceptionnel et encore une fois, félicitations pour cette reconnaissance si bien méritée. Alors, le ministère des Affaires francophones garantit à l'ensemble des francophones de l'Ontario l'accès aux services gouvernementaux en français afin de leur permettre de pleinement participer à la vie sociale, culturelle, économique et politique de leur province dans le respect de leur patrimoine linguistique et culturel. Alors, écoutons maintenant un message enregistré par la ministre des Affaires francophones, l'honorable Caroline Mulroney. Chers amis, merci de votre engagement envers les parents du système scolaire francophone de l'Ontario. Nous vivons une période qui fait appel à nos valeurs les plus solides. On parle de prospérité et de développement économique. Mais n'oublions jamais que l'éducation est le socle de notre société. Elle mérite nos meilleurs efforts. Vous êtes portés par la volonté d'offrir aux parents les outils nécessaires pour accompagner leurs enfants. Pour plus de 112 000 élèves francophones et leurs familles, vous mobilisez un soutien crucial à la persévérance et à la réussite. En lisant votre bulletin d'avril, un mot m'a particulièrement marqué: bienveillante. Cette valeur est plus essentielle que jamais. Le philosophe Mencius disait que la bienveillance est sur le chemin du devoir. Vous incarnez ce devoir de manière inspirante. L'éducation en français demeure une priorité pour notre gouvernement et pour moi comme ministre des Affaires francophones. C'est pourquoi, au cours des 3 dernières années, nous avons accordé plus de 750 000 à parents partenaires en éducation,
entre autres par l'entremise du PAFO et de l'accord Ontario-Québec. Votre dévouement généreux trace la voie du succès pour nos jeunes. Comme le déclarait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Merci à votre président, M. Paul Baril, et à toute son équipe pour leur leadership remarquable. Vous êtes les artisans de cette volonté de semer le bien-être, récolter l'épanouissement. Je vous souhaite un congrès des plus enrichissants. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci à Mme Mulroney pour son soutien continu envers les familles francophones. Alors, nous avons maintenant le plaisir de vous partager un message aussi préenregistré de l'honorable Paul Calandra, notre tout nouveau ministre de l'Éducation de l'Ontario. Alors, écoutons son message. Bonjour, je m'appelle Paul Calandra, je suis député provincial de Markham-Stouffville et votre nouveau ministre de l'Éducation. D'entre deux jeux, j'aimerais enforcer clairement que ma priorité, c'est de soutenir les enseignants, les parents et les élèves dont nous voulons assurer le résultat. Étant moi-même parent, je sais qu'il est important de veiller à ce que nos élèves aient accès à la meilleure éducation possible. Nous devons leur donner les outils dont ils ont besoin pour relever les défis de l'avenir. Les conseillers scolaires devront être résolument engagés envers cette mission. J'ai clairement indiqué que ma priorité sera la gouvernance et la transparence. Je veux aussi m'assurer que nos conseillers scolaires accomplissent leur mandat. Notre gouvernement réalisé des investissements historiques dans le secteur de l'enseignement public. Je serai inlassable quand la nécessité pour le conseiller scolaire d'assurer que ceux soient directement consacrés à nos salles de classe. L'Ontario est déterminé à soutenir l'éducation en français dans toute la province. Nous continuerons de veiller à ce que chacune de nos décisions soit prise dans l'entrée supérieure des élèves afin qu'ils soient préparés à occuper l'emploi de demain. And I want to thank you for the opportunity to try to address you in French. I appreciate all the work that you're doing, and I thank you very much. Merci au ministre Calandra pour ce message adressé à notre communauté de parents engagés en français. N'est-ce pas fabuleux? Alors, nous poursuivons maintenant avec un message spécial en direct de M. Didier Pomerleau, sous-ministre adjoint de la Division de l'éducation en langue française. Alors, bienvenue, M. Pomerleau. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle, comme on a dit, Didier Pomerleau et j'ai le privilège de servir en tant que sous-ministre adjoint de l'Éducation en langue française, une fonction qui relève à la fois du ministère d'Éducation et du ministère des collèges et universités et de l'excellence en recherche et de la sécurité. Je suis très heureux d'être ici avec vous en virtuel pour votre congrès. Et je me permets de saluer individuellement quelques personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. M. Paul Baril, président de PPE. Nous avons aussi 3 directeurs d'éducation, M. Tom Michaud du Conseil Nouvelon, M. Alain Gélina du Conseil Grand Nord et M. Jérémy Lepage du Conseil Grand-Rivière. Alors, bonjour. Et je veux aussi saluer mon collègue de la fonction publique, M. Carl Bouchard, commissaire des services en français de l'Ontario, qui prendra la parole virtuellement un petit peu plus tard. Alors, ça fait déjà maintenant 27 ans que l'Ontario s'est engagé à fournir une éducation en langue française aux jeunes Ontariens et Ontariennes, soit depuis la création en 1998 des 12 conseils scolaires de langue française de la province. Nous pouvons être fiers des succès de ce système qui fournit une éducation de qualité aux élèves de nos diverses communautés. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans les tests provinciaux de la province en lecture et en mathématiques, les écoles de langue française ont des tests, des scores, une performance qui est de loin supérieure à la moyenne provinciale. Alors, la qualité académique est prouvée à travers ces tests-là.
C'est aussi des écoles qui garantissent un bilinguisme fort, plus que si nos élèves allaient dans une école anglophone où le français pourrait dépérir un petit peu. Alors, on sait que le bilinguisme a des forts résultats en termes du marché d'emploi, en termes de compensation, etc., selon Statistique Canada. Alors, le système est un système qui fonctionne très bien pour nos jeunes. Mais quel est le succès de la recette secrète, disons, le secret derrière ce succès? C'est la fondation du succès, c'est la collaboration entre l'élève. Excusez-moi. La fondation du succès de l'élève, c'est bâti sur une collaboration entre les parents et les enseignants. Les enseignants ont l'enfant pendant une portion de la journée, les parents l'ont pour le reste de la journée. Entre eux autres, c'est là que l'éducation se fait. Le jeune écoute toujours ce qui se passe autour de lui. Il apprend de l'enseignant, il apprend du parent. Tout ce qui s'est dit, il entend, il comprend. Alors, cette collaboration-là entre parents et enseignants, chacun contribue à cette collaboration. Le ministère contribue, les parents, PPE contribuent. Nous, au ministère, on contribue à travers un financement. On donne de l'argent pour le fonctionnement des écoles, pour la construction des écoles. On rédige un curriculum et des ressources pédagogiques pour aider l'apprentissage. On fait des interventions pédagogiques. On a eu au moins 200 rencontres l'année dernière avec différents personnels enseignants dans les conseils scolaires pour essayer de partager les meilleures pratiques, développer différents exercices et méthodes d'apprentissage, justement pour appuyer les résultats dans les mathématiques, la lecture et autres sujets. Alors, ça a l'air de bien marcher. Du côté de PPE, aussi, c'est une contribution pivotale sur le succès. La PPE aide les parents à naviguer le système d'éducation. Ce n'est pas souvent un système qui est nécessairement simple ou pas compliqué. Ça prend une carte de route. PPE aussi aide les parents à comprendre le système, qui est souvent pas aussi transparent qu'il pourrait l'être. Et PPE aide aux parents à leur donner une voix dans le système, dans ces différentes prises de consultation et prises de décision. Et ne pensez pas qu'on ne remarque pas votre contribution, la contribution de PPE ou des parents individuellement. Et voici mon message principal. Je vous vois, je vous reconnais et je voulais sincèrement vous remercier. Merci pour votre dévouement comme parent. Merci pour votre engagement comme citoyen. Et merci pour votre bénévolat envers la communauté. Merci. Monsieur Pomerleau, pour ce message inspirant. Et finalement, pour clore cette partie protocolaire, nous accueillons maintenant, toujours en direct via notre Zoom, un message du commissaire au service en français de l'Ontario. Alors, bienvenue, Monsieur Carl Bouchard. À vous la parole. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Puis un gros merci à Parents Partenaires en éducation. C'est franchement une organisation avec laquelle j'entretiens des liens de proximité depuis le début de mon travail comme commissaire au service en français. C'est une des premières organisations d'ailleurs que j'ai rencontrées peu après avoir pris le poste en mars 2023. Pourquoi? Bien, parce qu'évidemment, les parents jouent un rôle crucial dans l'éducation de notre prochaine génération, mais aussi dans notre implication sociale, parce que vous êtes appelés non seulement à soutenir vos enfants lorsqu'ils sont en salle de classe, lorsqu'ils sont à l'école, mais aussi tout au long de leur cheminement qui va les appeler à traverser différentes étapes de leur vie et utiliser des services qui vont être couverts par la loi sur les services en français. Et donc, ce soutien-là et cet enseignement-là d'importance de parler français, d'utiliser les services en français, d'en faire une valeur, d'en faire un message que vont porter nos prochaines générations, il y a une grande partie de ça qui est sur vos épaules. Et évidemment, j'admire beaucoup le travail que vous faites en vous engageant de façon individuelle puis collective pour veiller à ce qu'on fasse de nos francophones de demain des jeunes qui soient sensibles et qui soient aussi motivés et qui croient en l'importance de la langue française. Cible le bien-être, récolter l'épanouissement. Il y a l'idée d'un continuum, il y a l'idée de la collectivité dans ce thème-là. Moi, ça m'inspire beaucoup parce que chez nous, on s'intéresse à chaque étape de la vie aussi pour se soutenir pour l'obtention de services en français
J'étais content tout à l'heure d'entendre Didier, que je salue chaleureusement, faire référence à nous comme collègues. C'est important parce que quand on travaille dans une même direction, ça envoie un message positif sur la capacité qu'on a d'obtenir des résultats. Puis toutes les gens qui sont rassemblés aujourd'hui, je ne vous vois pas directement maintenant dans la salle, mais je comprends bien que vous êtes plusieurs. Et je pense que ça, bien, quand on est capable de travailler tout le monde ensemble, c'est là où on obtient les meilleurs résultats. La loi sur les services en français, elle est très importante. Vous avez des jeunes en ce moment qui vont probablement passer leur permis de conduire. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sont nouvellement arrivés en Ontario, qui sont allés chez Services Ontario pour obtenir une carte santé. Est-ce que vous avez obtenu des services en français? Ma compréhension, c'est que des fois oui, des fois non. Et donc, j'ai lancé une enquête très récemment pour obtenir des réponses par rapport à la façon dont Services Ontario rencontre ses obligations en vertu de la loi. Et ça, c'est très important parce que c'est un sujet qui devrait vous interpeller. C'est votre quotidien, c'est des choses que vous faites à tous les jours et qui devraient vous interpeller. Et donc, à l'intérieur des paquets que vous avez reçus aujourd'hui, vous avez une brochure qui vous invite à partager vos expériences d'utiliser les services de Services Ontario pour contribuer à notre enquête. Et c'est ça qu'on fait. Ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on regarde autour de vous les services qui devraient exister et comment est-ce que ces services-là rencontrent leurs obligations. Mais ça, on peut seulement le faire si tout le monde est engagé, si tout le monde parle français, si tout le monde utilise les services en français et si vous prenez l'habitude de nous contacter si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir ces services-là. Et ça, bien, ça peut être la façon que nous, on soutient le travail des parents dans l'éducation des jeunes, dans la formation de notre avenir collectif. Et c'est comme ça que l'Ombudsman de l'Ontario puis que le commissaire aux services en français sont capables de vous aider à faire un bon travail pour former non seulement nos jeunes d'aujourd'hui et demain. Et on couvre l'ensemble du continuum. Aujourd'hui, on parle de conseil scolaire, mais vous savez, vos jeunes vont vous parler aussi d'éducation postsecondaire. On en a plusieurs, des institutions désignées en vertu de la loi. On a des belles opportunités en Ontario. Et donc, quand on est capable de faire un travail conjoint pour rester motivé, pour en garder une valeur commune et pour garder nos jeunes à la table, pour continuer de parler français, on réussit non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Je vous remercie infiniment de cette invitation à venir vous parler. Je l'ai fait en virtuel aujourd'hui, mais je me déplace régulièrement à Sudbury. Je suis même allé rencontrer certains de vos membres à Timmins, donc ça me fera plaisir d'aller vous voir en personne lorsque l'occasion se présentera. On est dans l'année du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, donc je suis convaincu que ce n'est qu'une partie remise pour une prochaine rencontre en personne. Je vous souhaite un excellent congrès, puis merci encore une fois de cette invitation-ci à venir vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Bouchard, pour votre engagement envers la francophonie. Alors, est maintenant place à notre conférence d'ouverture tant attendue, les parents dont nos enfants ont besoin. Alors, cet atelier s'adresse à tous les parents qui souhaitent mieux comprendre les défis que vivent nos jeunes au niveau de la santé mentale. Il inclut les défis que peuvent vivre nos jeunes qui sont nouvellement arrivés. Alors, nous parlerons de stress, d'anxiété, d'adaptation et surtout, vous repartirez avec des stratégies concrètes pour soutenir vos enfants dans un monde qui est vraiment en constante évolution. Alors, pour animer cette conférence, nous avons le privilège d'accueillir deux experts d'exception. Alors, Papa Ladjiké Diouf, psychothérapeute chevronné, spécialiste des traumatismes et de la santé mentale interculturelle, et Olivier Angoutte, psychothérapeute reconnu pour son approche holistique adaptée aux diverses communautés. Alors, merci de leur réserver un accueil chaleureux et bon congrès à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Papa Ladjiké Diouf. Donc, je suis psychologue de formation, psychothérapeute autorisé en Ontario. Puis ça fait 20 ans que je travaille comme psychothérapeute clinicien. J'ai fait mes 8 premières années en Afrique. J'ai travaillé dans des zones de conflit. Ma spécialisation principale, c'est les troubles de stress post-traumatique, la douleur fantôme, toutes ces questions-là reliées aux zones de, disons comme aux zones de conflit.
Et depuis 2014, je travaille en Ontario comme psychothérapeute d'abord, après superviseur clinique pour l'Université Saint-Paul à Ottawa, et puis en même temps directeur clinique en dépendance et troubles concomitants. J'ai eu le privilège de continuer à travailler en français en Ontario jusqu'à récemment, où j'ai commencé à travailler en anglais pour essayer d'aider une organisation anglophone à développer des services en français. Je peux me considérer comme champion de la langue française dans mon domaine, qui est la santé mentale, les dépendances et troubles concomitants. Et je me suis toujours dit que partout où les francophones doivent être au niveau des tables stratégiques, nous devons y être pour amener la culture française dans ces tables-là. Parce que ce que je me suis rendu compte principalement dans mon domaine, c'est que la plupart des outils sont, disons, comme transcrits en français. La transcription, ce n'est pas des services en français, je suis désolé. Parce que quand on parle de services en français, on parle de la culture. L'être humain, c'est d'abord la culture. Et cette culture-là, je pense qu'il faut la ramener. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon domaine, qui est la santé mentale et les dépendances. Et je me suis rendu compte que les services ne sont pas comme... On n'a pas beaucoup de services en français en termes de santé mentale et de traitement des dépendances. Je prends un exemple. Moi, j'ai dirigé pendant des années un centre de traitement en dépendance qui s'appelait la Maison Fraternité à Ottawa, qui s'appelle maintenant le Centre Le Cap. C'est le seul service en français qui offre un traitement à long terme pour les francophones en Ontario. Et là, on est en 2025. Et là, on est en train de couper des services. Donc, c'est là où nous en sommes. Mon collègue Olivier Angouté et moi, ça fait 8 ans maintenant qu'on s'est investi, essayer de travailler sur les questions de santé mentale et d'immigration. Et c'est ça qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé ce matin, je me suis dit, on ne peut pas être là ce matin sans parler d'une question cruciale qui touche tous les parents. C'est la question de l'utilisation des écrans. Hier, j'entendais qu'au Québec, ils vont, dans les écoles, à partir de l'année prochaine, ils vont interdire l'utilisation des écrans. Moi, je ne suis pas un fan des interdictions, des approches d'interdiction. Et tantôt, je vais vous dire pourquoi. On va en parler. Je veux que cet atelier-là soit vraiment interactif. Qu'on discute, mais qu'on sorte d'ici avec un plus, c'est-à-dire des outils. Des outils qui peuvent nous permettre, en tant que parents, de mieux approcher certaines problématiques, de ne pas être dans l'anxiété par rapport à certaines problématiques. Je prends juste un exemple. De plus en plus, quand un parent arrive et me dit « mon enfant a été diagnostiqué TDAH », je dis « oui », puis il me dit « c'est un problème ». Je dis « non, ce n'est pas un problème ». J'essaie d'aider les enfants et les parents à aimer et à apprécier les diagnostics, au lieu de le voir comme un problème. Parce que dès qu'on commence à le voir comme un problème, on commence à voir notre enfant comme un problème, comme un poids. Et je vois beaucoup de parents qui sont dans les résistances par rapport à un diagnostic. Ce que je dis, c'est qu'un diagnostic, c'est juste un éclairage qu'on donne. Mais malheureusement, beaucoup de parents reçoivent des diagnostics sans pour autant être préparés, sans pour autant être éduqués à la réalité de l'enfant. Et ça amène un enjeu majeur. Et j'ai vu beaucoup de couples éclater, beaucoup de familles éclater à cause de ces réalités-là. Surtout les familles immigrantes où on vient d'environnements où les questions de santé mentale souvent sont tabous, où les diagnostics, des fois, ne sont pas établis. Et on arrive, l'enfant commence à l'école et on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, l'enseignant s'approche des travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux vont s'approcher du psychologue. Et là, on dit, on va évaluer. On fait une évaluation, puis on dit,
l'enfant a des troubles d'apprentissage. L'enfant a un TDAH, n'est-ce pas? L'enfant a probablement un trouble de personnalité quelconque. Et là, le parent, en amont, il commence à être dans l'anxiété de « est-ce que mon enfant va réussir dans ce pays-là? Est-ce que mon enfant ne va pas être stigmatisé? Est-ce qu'on n'est pas en train de stigmatiser mon enfant? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas les outils. » Et là, c'est une fermeture totale. Puis j'ai vu des parents qui vraiment ont été dans une fermeture totale. Et il a fallu travailler dans l'implication avec les communautés pour essayer d'éduquer. Parce que quand une personne est éduquée à une problématique, ça devient beaucoup plus facile. Tu comprends. Et je dis aux gens, comprendre, ce n'est pas approuver. Accepter, ce n'est pas approuver. Accepter, c'est d'abord comprendre. Quand tu comprends, tu parviens à intégrer. Et quand tu intègres une problématique, là, ça devient plus facile d'aller chercher les outils, d'intégrer les outils et de travailler là-dessus. Donc, on va parler de santé mentale aujourd'hui. On va parler de parentalité en contexte d'immigration. On va parler d'utilisation des écrans. Certains vont parler d'utilisation excessive des écrans. Je me rappelle qu'en Ontario, on a été la première structure à développer des ateliers de formation sur la cyberdépendance. Et puis, on en a formé beaucoup. J'ai eu la chance aussi de former pratiquement la plupart des enseignants en Ontario sur les questions de santé mentale et les questions raciales dans les écoles. Je dois dire que je ne suis pas juste un professionnel. Je suis un immigrant qui a fait le processus d'immigration. Et certains d'entre vous ici savent à quel point ça peut être un enjeu à changer des diplômes, à retourner à l'école, à changer de carrière carrément, à repartir de zéro, à intégrer, à travailler pour intégrer des ordres professionnels et tous les enjeux qui viennent avec. Mais je suis aussi un parent. J'ai 2 jeunes enfants, un qui a 9 ans et une qui a 4 ans, qui vient juste d'avoir 4 ans. Et je vis aussi la réalité d'être parent dans ce pays-là. Puis je vais le dire, on va en parler tantôt, parce que quand tu arrives en contexte d'immigration, je l'ai dit dernièrement à Montréal, lors d'une conférence sur la masculinité et l'immigration, je dis, on nous demande d'être des parents comme on est parents ici. Tu demandes à quelqu'un qui vient d'arriver, tu lui dis, sois un parent comme on est un parent au Canada. Mais il faut lui donner les moyens. Il faut l'accompagner à être un parent au Canada. Moi, si tu as amené ma maman ici, tu lui demandes d'être une maman canadienne, ça ne marchera pas. Parce que ma maman me dit quoi faire, même si j'ai 47 ans aujourd'hui. Donc, c'est ça la réalité de qui nous sommes en tant qu'immigrants et quand tu arrives dans un nouvel environnement. Donc, on a beaucoup parlé de communauté accueillante. Qu'est-ce que ça signifie, une communauté accueillante, quand on accueille des nouveaux arrivants, quand on accueille des réfugiés, quand on accueille des immigrants? Parce que les profils d'immigration sont différents, les parcours sont différents et ça différencie aussi les enjeux. L'étudiant qui émigre n'a pas les mêmes réalités que le monoparental qui émigre, qui n'a pas la même réalité que les 2 parents avec des enfants, des jeunes enfants, qui n'a pas la même réalité que les parents qui arrivent avec des adolescents. Donc, les profils diffèrent, les enjeux diffèrent et les besoins aussi diffèrent. Et c'est pour ça que j'appelle très souvent les parents à dire « trouvez-vous de l'aide, allez chercher de l'aide ». Il y a 4 ans ou 5 ans de ça, j'ai participé à co-créer ce qu'on appelle à Ottawa Black Mental Health Coalition, qui s'occupe uniquement d'essayer d'avoir des approches culturellement adaptées pour les nouveaux arrivants qui viennent de pays généralement d'Afrique. Mais c'est ouvert à toutes les communautés noires. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé et on encadre, on supervise des professionnels, que ce soit des Noirs ou pas, mais on les aide à adapter leurs pratiques et à intégrer dans leurs pratiques les besoins et les réalités culturelles. Je prends juste un exemple. La plupart des immigrants, la spiritualité
est un élément fondamental dans leur vie. Si tu es clinicien comme moi et que tu ne peux pas intégrer ces réalités-là dans ta pratique, tu ne pourras pas aider une personne comme ça. Parce qu'il y a le lien avec la spiritualité qui se présente dans les problématiques que cette personne-là vit. Donc, si tu ne prends pas la spiritualité comme un allié, tu ne pourras pas aider une personne comme ça. Et pour prendre ça en réalité, il faut aller se former. Il faut intégrer les approches culturellement adaptées. Et on peut le voir aussi dans le contexte actuel, où au niveau des communautés autochtones, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des approches culturellement adaptées et qui répondent mieux aux besoins de ces communautés-là. Et quand je dis culturellement adapté, c'est vraiment toute la culture en tant que telle. Ce n'est pas juste la dimension spirituelle. Donc, la relation parent-enfant. Alors, généralement, quand on parle de santé mentale, la plupart du temps, les gens vont penser au tabou. Oui, il en existe un tabou, généralement dans les communautés. Mais la plupart du temps, ce que je dis aux gens, c'est que la santé mentale est comprise autrement. Que comment nous, qui avons appris à l'école occidentale et qui travaillons dans un contexte culturel occidental, on comprend les questions de santé mentale. Donc, ce n'est pas tout le temps le tabou qui est l'enjeu. Des fois, c'est compris autrement. Je prends un exemple. Je dis très souvent aux thérapeutes, je le dis, quand tu parles à quelqu'un qui vient de certaines communautés, tu lui dis le stress, tu lui dis l'anxiété, tu lui dis la dépression, il ne sait pas ce que c'est. Mais il va te nommer des symptômes que toi, en tant que clinicien, tu peux dire ça, c'est le stress. Tu peux dire ça, c'est la dépression. Mais tu lui dis la dépression, il ne sait pas ce que c'est. Dans certaines communautés, les gens ne parlent pas du suicide. C'est complètement tabou. Fait que des fois, il y a la réalité du tabou. Des fois, c'est compris autrement. Mais des fois, c'est intégré. C'est ce que je disais tantôt. On dit à un parent, ben ton enfant a un TDAH. Ah mais non, mon enfant n'est pas fou. Parce que la folie est reliée à ces diagnostics-là. Alors, quand on parle de santé mentale, il faut faire la différence avec la maladie mentale. Et ça, j'insiste souvent. Les gens font souvent la confusion entre la santé mentale et la maladie mentale. Quelqu'un peut ne pas avoir de diagnostic et avoir des enjeux de santé mentale. Quelqu'un peut avoir un diagnostic et avoir une bonne santé mentale. Je peux avoir un TDAH et vivre correctement, avoir un équilibre dans ma vie. Je peux être diagnostiqué d'un trouble quelconque, mais j'ai un accompagnement, je prends ma médication comme il faut et j'ai une vie équilibrée. Mais on peut voir également des gens à côté qui n'ont aucun diagnostic, mais qui ont des enjeux avec leur équilibre de vie. Donc la question de la santé mentale est une question beaucoup plus globale. Et quand on regarde, par exemple, au niveau de l'OMS, ça correspond à un bien-être physique, mental et social. Donc un bien-être physique, mental et social. Et ça dit quoi? Ça dit que quand on regarde l'équilibre d'une personne, il faut la regarder ou le regarder d'un point de vue biopsychosocial. Est-ce que je vais bien au niveau physique? Ce que je dis souvent, c'est que dernièrement, la plupart des enjeux physiques sont reliés à des enjeux mentaux. Pourquoi? Parce que le corps répond à notre fatigue,
Le corps répond à notre charge mentale. La charge mentale est un élément aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup chez les parents. La question de la charge mentale. Et j'en ai vu beaucoup chez les femmes immigrantes. Et ça, c'est relié très souvent au passage entre le rôle de la femme dans le pays d'accueil et le rôle de la femme dans le pays de départ et le rôle de la femme, de l'épouse, dans le pays d'accueil. Dans le pays d'accueil, tu ne peux pas être gardienne de la maison toute seule. Par contre, dans le pays de départ, tu es gardienne de la maison. L'équilibre de la maison t'appartient. Les rôles et les responsabilités sont bien déterminés. Mais tu arrives dans un environnement nouveau où on doit redéfinir les rôles et responsabilités pour aider à l'équilibre. Et malheureusement, si ça ne se fait pas, tu travailles, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes à nourrir tout le monde, et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vis avec une charge mentale, mais tu vis dans l'espoir de pouvoir garder cet esprit-là que je suis une Wonder Woman. Et tu rentres dans le piège de la Wonder Woman. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'un de ces jours, ton corps va te dire « je n'en peux plus ». Parce que c'est ça le corps. On peut lui charger des choses, mais le corps a la possibilité à un moment donné de faire un arrêt. Et généralement, quand le corps fait un arrêt, il est difficile de remonter la pente. C'est pour ça que les gens qui font un burn-out, c'est très difficile de remonter. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut écouter son corps. Il faut communiquer avec son corps. Il faut le respecter aussi. Fait que le contact avec le corps, ça aide à aller dans toute la dimension biologique, qui est reliée à la dimension psychologique, mais en même temps aussi à la dimension sociale. Donc, quand ces trois éléments-là combinés ont un équilibre, là, on parle véritablement d'équilibre en tant que tel au niveau de notre santé mentale. Mais s'il y en a un qui ne va pas, les autres aussi ne peuvent pas aller. Si on ne va pas bien mentalement, physiquement et socialement, on n'ira pas bien. La réalité de l'immigration est une réalité qui est beaucoup, des fois, souffrante. Généralement, quand on parle de trauma, je dis aux gens que quand on parle de trauma, on pense que c'est un grand événement de la vie qui arrive, puis qui nous met dans... J'ai dit aux parents, savez-vous que le fait de se déplacer d'une place à une autre avec les enfants, ça crée des blessures d'attachement. Et les enfants qui vivent ces déplacements-là peuvent, à un moment donné, développer des traumas. C'est des ados qui développent des traumas, des adultes qui développent des traumas. Juste le fait de se déplacer d'une place à une autre. Pourquoi? Parce que quand l'enfant arrive dans un milieu, il essaie de s'adapter. Il crée des liens. Non pas simplement avec les personnes, mais aussi avec l'environnement. Et le fait de se déplacer, en contexte d'immigration, quand on vient d'arriver, généralement, les parents recherchent là où il y a du travail. Et souvent, ils vont se déplacer d'une ville à une autre. Les enfants changent d'école, ils changent d'environnement. Donc, ils font des pertes, mais malheureusement, on ne prend pas souvent le temps d'aider les enfants à faire leur deuil. Mais nous aussi, en tant que parents, dans un contexte d'immigration, on a laissé derrière beaucoup de choses. On arrive dans un nouvel environnement. Et généralement, les réalités, les deuils reliés à l'immigration, on a les deuils de l'environnement, ce que j'appelle les 5 sens. Je prends juste un exemple, c'est les aliments.
mes amis camerounais qui sont ici, là, quand vous arrivez et que vous laissez l'ondolé derrière vous, là, vous arrivez ici, vous devez intégrer la poutine. Hein? C'est un tout autre goût, là. C'est vraiment un tout autre goût. Right? Les enfants vont s'adapter souvent mieux que les adultes. Les enfants s'adaptent rapidement. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de familles immigrantes vont dire « Moi, les enfants, là, je ne les comprends pas. Ils veulent tout le temps manger des burgers, de la pizza, mais quand je cuisine la cuisine du pays, ils ne veulent plus le manger. » Et ça, les parents se chicanent souvent avec les enfants avec. Mais en tant qu'adultes, généralement, nous, on est souvent dans la résistance. L'adaptation des adultes est plus difficile quand je prends l'exemple de la cuisine. Et je dis aux gens, souvent on pense que l'aliment a juste une fonction alimentaire de nourriture. Non, l'aliment a une fonction hautement culturelle. Vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous voulez les régler, invitez-le autour d'un repas. Autour d'un repas, souvent, beaucoup de choses se sont réglées. Si aujourd'hui, un Canadien quitte le Canada, il s'en va en Chine, et qu'il passe dans une rue, puis qu'il voit Poutine sur un restaurant, il voit comme un Québécois qui voit « Oh, Poutine sur un restaurant chinois », le premier réflexe, c'est d'essayer de rentrer pour voir c'est quel genre de Poutine ils font ici. Mais quand vous êtes devant un repas, généralement, ça vous rappelle votre mémoire d'enfance. Si c'était grand-mère qui faisait la poutine à la maison, ben, quand on mange la poutine, surtout en dehors du pays, on a grand-mère à la table, même s'il est décédé depuis 10 ans ou 15 ans, on a grand-mère parce qu'on a ses souvenirs à la table. Des fois, c'est des émotions agréables qui viennent avec, des fois, c'est des émotions désagréables. Parce que moi, je ne parle pas d'émotions négatives et positives, je parle d'émotions agréables et désagréables. Pourquoi? Parce que les émotions sont humaines et normales et il faut les normaliser. Donc, à partir de ce moment-là, il y a les traditions et les habitudes de vie familiale qui également sont un enjeu, qui vont changer, effectivement. À partir de ce moment-là également, on va parler des conséquences sur l'équilibre de vie. Parce que ces changements-là amènent une forme de déséquilibre. Quelqu'un disait qu'immigrer, c'est accepter de mourir un peu et de renaître dans un nouvel environnement. Pour certains, l'immigration, c'est comme une bougie. Hein? Pour certains, la bougie continue à s'allumer. Pour d'autres, la bougie s'éteint. Pour certains, la bougie les a déjà brûlés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains vont arriver et ça va marcher. Les portes s'ouvrent. Je rencontre Julie. Elle m'intègre. Elle me donne un job. Je commence à travailler. Certains arrivent, ben, tes diplômes ne sont pas reconnus. Tu n'as pas un statut, même un bon statut. Les parents sont déjà séparés parce que papa n'a pas eu de visa. C'est maman qui arrive avec les enfants. Ou papa arrive avec 2 enfants, maman est restée de l'autre côté avec un enfant. Et là, j'arrive dans un nouvel environnement, ben, je dois reprendre le tout à zéro. On me dit, retourne à l'école. Mais j'ai un doctorat. Ben, retourne à l'école, il faut que tu retournes à l'école. C'est ça. OK? Et là, il y en a qui, pendant ce temps-là, vont tomber en dépression. Et c'est leur première fois de savoir c'est quoi tomber vraiment en dépression. Je regarde autour de moi, je sens que je suis isolé. Je n'ai personne autour. Je me sens isolé. OK? Pour d'autres, la bougie les a brûlés. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que j'arrive ici, je tombe dans un environnement où je me rends compte que le couple qui avait cet espoir-là d'arriver avec des enfants,
Ils arrivent, ils essaient de s'installer, et là, le poids social tombe effectivement sur le couple. La réalité, puis on va le voir tantôt avec l'exemple que j'ai amené, le cas pratique, et on va discuter de ce cas pratique-là, qui est un cas réel sur lequel on va discuter, mais comment ça fragilise des fois l'environnement familial. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ici, c'est juste pour expliquer un peu comment le processus du deuil se fait généralement, au niveau surtout des personnes immigrantes, très particulièrement. Mais ça, c'est généralement, hein, quand on a un deuil à faire, c'est vraiment les étapes, disons, comme qu'on traverse au niveau du deuil. Donc, je ne vais pas trop insister parce que ça, c'est des... Je vais insister un peu plus sur cette diapositive. Au niveau du deuil de l'immigrant, l'idéal versus la réalité. En tant qu'immigrant, j'ai un projet. La métaphore que je donne, c'est comme si j'attends un enfant. Quand des parents attendent un enfant, ils ont déjà l'idéal de l'enfant qu'ils aimeraient avoir. Oh, il va être blond, il va avoir les yeux bleus, il va ressembler plus à maman, j'aimerais plus qu'il ressemble à papa. Tu sais, on a déjà une idée. Mais l'enfant peut naître comme on l'attendait, mais il peut naître aussi comme on ne l'attendait pas. Et l'immigrant aussi, c'est pareil. Quand je me prépare pour aller dans un nouveau pays, je me prépare à un idéal. Mais souvent, la réalité est différente de l'idéal que je m'étais fait. Et je peux vous dire, pour avoir accompagné des gens à partir du pays d'accueil, d'origine pour arriver au Canada, mais souvent les gens se retrouvent dans « OK, c'est pas ce que je pensais ». Mais oui, maintenant il faut s'adapter à la réalité. Il faut faire le deuil de l'idéal. Si moi j'attends un enfant, disons comme idéal, et que l'enfant naît avec des besoins particuliers, en tant que parent, je dois m'adapter à la réalité de l'enfant. Et c'est ça le travail, des fois, qui est difficile à faire, s'adapter à la réalité. Et il faut faire le deuil de l'idéal qu'on s'était fait. L'environnement, les traditions et les habitudes. On en a parlé tantôt. Ça, c'est juste comme... on va passer dessus. Les chocs. En contexte d'immigration, voici les chocs généralement auxquels on fait face. Le premier, c'est les croyances et les valeurs. Ça, c'est le premier choc, les croyances et les valeurs. On vient d'un environnement où les croyances et les valeurs, généralement, étaient autres que l'environnement d'accueil. Et il faut faire un travail d'adaptation. Et ça prend du temps, ça prend de l'investissement. Je vois dans une des affiches l'engagement. Je dis souvent aux parents, implication n'est pas forcément engagement. L'engagement, c'est un autre niveau. Et dans le contexte d'immigration, il faut un engagement. Il ne faut pas juste une implication. Et dans tous les sens, hein, principalement à l'école. Beaucoup de parents sont impliqués avec les écoles, mais ne sont pas engagés. L'engagement, c'est un autre niveau. Peut-être qu'on y reviendra quand on va faire les discussions. Les modèles éducatifs. Et ça, honnêtement, c'est un des plus grands enjeux que des parents immigrants ont avec les enfants, le modèle éducatif. Moi, j'ai été éduqué dans une culture où les parents ont toujours raison. Nos enfants arrivent ici, les parents n'ont pas toujours raison. Les adultes n'ont pas toujours raison. Généralement, quand j'accompagne des familles immigrantes et que les enfants ont des enjeux à l'école, je leur dis, OK. Bon, l'enseignant a dit que, la directrice a dit que, OK, c'est bien. As-tu posé la question à l'enfant? Mais non, parce que comme les adultes ont dit, donc l'enfant. Je dis non. Pose la question à l'enfant, demande-lui sa version des faits. Écoute ton enfant.
Parce que ce parent-là, il a été éduqué avec un modèle où les adultes ont toujours raison. Les enfants n'ont pas droit à la parole. Alors, imaginez l'enfant, mon fils, à la maison, je lui dis, bon, ici, c'est papa et maman qui décident. Toi, tu n'as pas ton mot à dire. Il va à l'école, on lui donne la parole. Donc, à la maison, il vit au Sénégal. Parce que moi, je suis d'origine sénégalaise. À l'école, il vit au Canada. C'est ce que je dis. Généralement, l'enjeu des familles immigrantes, c'est qu'on vit dans une bipolarité culturelle. Et ça, c'est un enjeu majeur dans le modèle éducatif. Je dis à mon épouse, on est deux Sénégalais, même si on a la nationalité canadienne, mais on est deux Sénégalais culturellement qui essayons d'être des Canadiens. Nos enfants sont deux Canadiens qu'on essaie d'inculquer la culture sénégalaise. Est-ce que c'est clair ce que je dis? On a la lourde responsabilité, c'est ça que je dis à mon épouse, on a la lourde responsabilité d'être deux parents sénégalais qui essayons d'éduquer des enfants canadiens. Et c'est ce mixte-là, c'est cette rencontre-là qui est souvent un enjeu pour beaucoup de parents immigrants. À la maison, les enfants sont au Sénégal, mais dès qu'ils sortent de la maison, ils sont au Canada. Et les enfants, des fois aussi, ils nous voient, par exemple, quand on est avec nos compatriotes et quand on est en dehors des environnements avec nos compatriotes. Fait que souvent, la deuxième génération, c'est pour ça que vous vous rendrez compte que partout, dans la plupart des pays qui reçoivent beaucoup d'immigrants, les problématiques de la deuxième génération sont particulières. Au niveau de la santé mentale, au niveau des dépendances, au niveau de la criminalité, au niveau de la violence. Pourquoi? Parce que simplement, les politiques d'immigration ont souvent échoué avec la deuxième génération. Parce que la première génération n'a pas eu autant d'outils pour aider. Et ça, je dis, les communautés et l'école ont une grande responsabilité dans cet accompagnement-là. Mais les modèles éducatifs sont la base de ce qui peut faire réussir une intégration dans un nouvel environnement, surtout pour la deuxième génération. Les questions de la parentalité, je vais en parler tantôt. J'ai au moins 2 diapositives sur la parentalité. On va en parler tantôt, parce que c'est un élément fondamental dans le processus. La question des discriminations, ça aussi c'est une réalité qui a un impact souvent au niveau de la santé mentale. Et j'ai fait la formation avec les enseignants du nord de l'Ontario, puis il y a une enseignante à ce moment-là qui a raconté une histoire qui, moi, m'a beaucoup touché. Elle dit qu'elle a une collègue qui a organisé disons comme une activité de partage d'aliments dans sa classe. Non, pas de partage d'aliments. En fait, ils ont discuté des plats préférés des enfants. Et à un moment donné, il y a un enfant qui lève sa main, il dit oui, et il dit, moi c'est le mafé. Qui connaît le mafé ici? Ok. Le mafé, c'est un plat en Afrique de l'Ouest qui est fait à base d'arachide. C'est succulent. Très, très bon. Mais l'enseignante lui a dit, non, ça, c'est pas un plat. Carrément, il a dit à l'enfant, non, ça, c'est pas un plat. Parce que dans sa tête, l'enfant a inventé un plat qui n'existe pas. Alors, au lieu de poser la question à dire, ben, explique-moi ça, c'est quoi ce plat-là? J'ai envie de mieux comprendre. Mais elle a assumé que ce n'est pas un plat que l'enfant a inventé parce qu'elle n'a jamais entendu ça. Mais c'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Généralement, on a plus tendance à rejeter ce qu'on ne connaît pas
plutôt qu'à s'ouvrir et à l'accueillir. Et cet enfant-là, ce petit geste-là peut avoir énormément de conséquences. Une autre anecdote qui est arrivée à mon propre fils à moi, dans sa classe. L'enseignante leur a dit à 2 élèves qui parlaient arabe dans la classe, il leur a dit, on ne parle pas arabe en classe. That's fine, on est à l'école, on parle français. Mais l'enseignante a parlé avec une autre élève en espagnol. Parce que l'enseignante était en train d'apprendre l'espagnol, puis c'était une opportunité pour elle de pratiquer avec une élève originaire du Mexique. Mais les enfants, dans leur petite tête, ils se sont dit, mon fils m'a dit, mais papa, ça c'est pas normal. Je dis, oui, tu as raison, c'est pas normal. Puis moi, j'ai écrit à l'école pour leur détailler un peu, leur expliquer. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces 2 enfants-là à qui on a dit, vous ne devez pas parler arabe ici? L'enseignante a raison. C'est l'école. Mais en même temps, l'enseignante est un modèle. C'est comme nous, les parents. On ne dit pas à un enfant, fais ce que je dis. On dit à un enfant, fais ce que je fais. Les enfants répondent plus quand les parents et les adultes autour sont des modèles dans ce qu'ils veulent, les directives qu'ils donnent. Et ça, c'est un enjeu généralement. Mais quand on parle de discrimination, les gens pensent souvent à des choses beaucoup plus... l'intégration, l'assimilation, l'annihilation et, disons, comme l'exclusion. C'est que généralement, quand on parle d'intégration, certains vont penser à l'assimilation. Pour eux, intégration égale assimilation. L'intégration, ça signifie s'intégrer, donnant-donnant. On gagne chacun de l'autre. Les questions de parentalité sont des questions qui sont, je pense, fondamentales à parler d'eux, parce que la plupart des parents qui arrivent souhaitent, et ça c'est des parents qui me l'ont dit. J'ai posé la question, la plupart des parents vont te dire, j'ai immigré pour donner une meilleure vie à mes enfants, un meilleur avenir à mes enfants. Et les parents souhaitent que leurs enfants deviennent curieux, créatifs, sociables, coopérants, etc. Mais la question que je me pose et que je pose aux parents souvent, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que parents pour leur permettre de développer tout ça? Nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour leur permettre de développer leur curiosité, leur créativité, leur sociabilité et leur esprit de coopération? Ça passe par les modèles qu'on enseigne à la maison. Ça passe par le discours, les messages. Un enfant qui grandit dans un environnement où c'est tout le temps de la critique, comment voulez-vous que cet enfant-là puisse développer de la créativité? Ça sera extrêmement difficile pour cet enfant-là. Parce qu'il apprend à être, disons, comme à vivre dans la critique en tant que telle. Surtout quand c'est une critique qui n'est pas objective. Je retourne, je pense. Bon, là c'est vraiment comme... je vais avancer un peu. Les questions de parentalité et de choc culturel, j'en ai parlé tantôt, on nous demande d'être un parent comme on l'est chez nous. Soyez des parents comme nous le sommes ici. Et ça, c'est un enjeu, généralement, où les parents ne profitent pas de l'accompagnement qu'il faut. Être parent ici, surtout si on est 2 parents, c'est de se partager les tâches, c'est d'être collaboratif, c'est de beaucoup communiquer, c'est de faire également des compromis entre parents. Okay? C'est de réorganiser les rôles et les responsabilités. Mais c'est surtout d'impliquer nos enfants. Et quand on dit impliquer nos enfants, ça veut dire que certaines décisions dans la famille, on le fait avec les enfants. Je prends un exemple.
Une mère de famille est venue me dire, ben, j'ai du mal à ce que mes filles, qui sont des ados, fassent le ménage à la maison. Je dis, mais comment tu as organisé ça? Elle me dit, ben, moi j'ai fait le calendrier, puis je leur ai donné, j'ai dit, voici vos tâches, puis faites-le. J'ai dit, madame, je pense que c'est ça le problème. Mais non, ce n'est pas un problème, je suis leur mère, je leur dis quoi faire. J'ai dit, je pense que c'est ça le problème. Elle me dit, ok, est-ce que vous êtes prête à ce qu'on discute vraiment? Oui, ok. Moi, ce que je vous suggère, c'est essayer de voir de vos deux filles, c'est quoi leur intérêt dans les tâches ménagères à la maison. Dites, voici les tâches. Je vois deux parents qui sourient là. Voici les tâches. Ok. Comment vous voulez vous organiser dans ça? Ben, l'une va dire, ok, moi, je peux faire ci, je peux faire ça. L'autre va dire, oui, je peux faire ci, je peux faire ça. Je dis, mettez les tâches sur la table, donnez-leur la parole, dites-leur de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous n'aurez même plus besoin de les superviser. Si l'une devait faire la vaisselle et qu'elle ne peut pas, elle se débrouillera pour que l'autre le fasse et qu'elle prenne l'autre rôle, disons comme la place de l'autre. Et c'est là que l'harmonie rentre. Les ados, les parents qui ont des ados, il faut qu'on se rappelle que les ados n'aiment pas qu'on leur dicte des choses. On est tous passés par là. Hein? Souvent, on oublie en tant que parents qu'on est passé par là. Hein? Et si je demandais aux parents ici quel type d'ados ils ont été, vous serez surpris. Là. Vous serez surpris. Mais c'est ça la réalité. C'est qu'il faut impliquer nos enfants dans les modèles. Généralement, dans un contexte d'immigration, les finances et les revenus sont également un enjeu fondamental qui joue sur la parentalité, qui joue sur l'équilibre des parents. Donc, généralement, il faut beaucoup d'accompagnement pour les parents. Parce que la réalité de l'immigration fait que certains parents ont 3 à 4 jobs. Papa a 3 jobs, maman a 4 jobs. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre du pain sur la table. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'immigrants ne gèrent pas juste des familles d'ici. Ils ont aussi des familles qui comptent sur eux de l'autre côté. Et quand vous regardez l'envoi, j'ai vu des parents qui sacrifient leurs enfants ici pour juste s'occuper d'une famille de l'autre côté. Et ça, c'est un enjeu aussi fondamental. Et j'ai vu des enfants qui grandissent avec une certaine colère, de dire, mais voilà, je vois que tu envoies beaucoup d'argent de l'autre côté pour t'occuper de ta famille d'origine, mais moi ici, j'ai du mal même à m'acheter des baskets neuves. J'amène pas un bon lunch à l'école. Mes amis rient de moi parce que, tu sais, je parviens pas. Mais je me rends compte que ben, tu envoies. OK? Et je dis souvent aux parents, à quoi ça sert de se tuer à construire une grande belle maison au Cameroun qui va être habitée, ben excusez-moi, hein, aujourd'hui c'est le Cameroun. Hein? Aujourd'hui c'est le Cameroun. Olivier, je m'excuse, aujourd'hui c'est le Cameroun. Donc, à quoi ça sert de mettre des milliers de dollars à construire une maison au Cameroun où tu vas séjourner 1 mois par an? Un mois par an. Et cet argent-là pouvait être réinvesti sur l'équilibre des enfants ici. Je dis aux parents immigrants, vous travaillez très fort. Honnêtement, là, vous travaillez très, très fort. Donnez-vous l'autorisation de prendre des vacances avec vos enfants. Allez dans le sud, ça ne coûte pas cher. Voyagez au Canada. Offrez-leur ces moments-là parce que
La réalité, c'est que chacun de nous ici, si on se rappelle de nos parents qui ne sont plus là, on se rappelle souvent des bons moments qu'on a passés avec eux. Et ça joue beaucoup dans la solidité familiale. Ça joue beaucoup dans les moments, les bons moments qu'on passe avec les enfants. Donnons-nous du temps à célébrer les anniversaires de nos enfants avec eux. Les moments importants pour eux, d'aller dans leur game, leur première game qu'ils ont, des activités qu'ils ont à l'école. Prenons le temps d'aller avec eux. Parce que ce sont ces moments-là qui vont faire d'eux des adultes qui s'identifient à leur environnement familial, mais qui gardent des bons souvenirs de la famille en contexte d'immigration. Moi, des fois, j'ai le cœur serré quand je vais dans des matchs ou au karaté, que je vois des jeunes, mais les parents ne sont pas là, alors que c'est leur game. Et je vais en parler tantôt. Il y a des parents qui sont là, mais qui ne sont pas là. Ils sont là, mais ils sont sur leur cellulaire. L'enfant fait comme un move, il se retourne pour que le parent le regarde, mais le parent est sur son cellulaire. On va en parler tantôt, hein? Et je vais donner la parole à Olivier tantôt pour nous parler de ça, parce que quand je suis arrivé ce matin, je me suis dit, il faut qu'on parle de ça, parce que c'est un enjeu que véritablement il faut disons comme aborder. Les questions de se déconnecter et lâcher prise. Et c'est là où je vais donner peut-être après la parole à Olivier pour les autres diapositives, la présentation. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est de comprendre que dans cette situation-là, et là j'ai regardé une vidéo intéressante, malheureusement je ne peux pas la passer ici, c'est faite par un prêtre indien. Il dit ceci en anglais. You have a problem? You have the solution? So why worry? You have a problem? You don't have the solution? So why worry? Et il a raison. Des fois, on a des enjeux, on sait qu'on n'a pas le pouvoir de régler ça aujourd'hui, mais on va continuer à focus dessus. On va mettre toutes nos émotions désagréables dessus. On va même oublier qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. On n'arrive pas souvent à lâcher prise et à avancer. Et ça devient un enjeu. En tant que parent aussi, il faut qu'on se donne l'autorisation de déconnecter. Pourquoi? Parce que on vit souvent avec l'anxiété d'être un bon parent. Moi, je ne connais pas des bons parents. Je connais des parents qui font de leur mieux. Je n'en connais pas. Moi, de bons parents, là, je n'en connais pas. Surtout nos mamans, les mamans. Beaucoup de mamans sont tombées dans le piège d'être une bonne maman. Et ça, c'est un poids. En tant que parents, il nous arrive de faire des erreurs. On est des humains. Et en tant que parents, il ne faut pas qu'on s'oublie. Parce que si Julie est parent, excuse-moi Julie, je prends ton exemple, si Julie est parent, mais si Julie ne va pas bien, la maman ne peut pas aller bien. L'épouse aussi ne peut pas aller bien. Parce que la base, c'est Julie. Il faut que Julie se rappelle que Julie a une part dans sa vie. La plupart d'entre nous, dès qu'on est parent, on oublie qu'on est un humain. On oublie qui on est vraiment. On se met en veilleuse. Et ce que je disais dernièrement au Cameroun, dans une rencontre, je dis, les parents, quand vous avez des enfants... Je vais prendre le micro. Est-ce que vous m'entendez? OK. Quand on est parent, généralement, Olivier, tu peux venir, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait me rejoindre? Oui. Quelqu'un qui vient me rejoindre? Je vais vous montrer où on se situe en tant que parent. OK. Olivier est notre enfant, OK? Bon.
Voilà. Alors, rappelle-moi ton nom. Clotilde. Clotilde. OK. Alors, Clotilde et papa se sont rencontrés. Moi, mon nom, c'est Papa Ladjike. Avant Clotilde et papa, c'était ça, quand on venait de se marier. Et on est tout le temps ensemble. On était là, regardez, main dans la main. Et là, à un moment donné de notre vie, Olivier arrive dans notre vie. Bien, Olivier? Là, Olivier arrive dans notre vie, puis on est comme ça. OK? Alors, au fur et à mesure des années, ben, Olivier grandit, puis s'en va. Puis là, Clotilde et papa sont là. On essaie. Parce que pendant toutes ces années-là, Olivier a été entre nous. On a oublié qu'on était Clotilde et papa. OK? Alors, et ce que je dis aux parents, viens Olivier, c'est que si Olivier vient dans notre vie, on va continuer à faire ça. À faire ça. Ce qui fait que si Olivier s'en va, on continue à faire ça. OK? Fait que moi, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser réfléchir à ça et je passe la parole à Olivier. Merci, Papa Ladjike. Merci aussi à vous. Merci à Clotilde. En t'écoutant, je regrette de t'avoir amené au Cameroun parce que à 2 semaines, dans un mois, on aura fait le tour des souvenirs du Cameroun. Donc, je me présente, je m'appelle Olivier Ngouté, je suis psychothérapeute. Papa Ladjike, il est mon premier employeur au Canada. Je suis arrivé, je venais pour un doctorat en psychothérapie, puis après la maîtrise, il se trouvait que je devais faire des heures cliniques et j'avais fait quelques mois de stage et puis il a choisi de me faire confiance. C'était un gros risque, mais je pense que j'ai pas tout cassé. J'ai pas tout cassé et depuis 8 ans, on travaille ensemble, on a développé des services. On arrive, personnellement, moi j'arrive un peu dans la santé mentale des communautés immigrantes, un peu par accident. En 2019, on était à Sudbury ici pour le centre communautaire du Grand Sudbury, qui avait des besoins en termes d'accueil des nouveaux arrivants. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer en dehors du cadre officiel du travail où il était mon employeur, mon directeur et moi l'employé. Et depuis, c'est passé à une collaboration. On revient du Cameroun. Il parle beaucoup du Cameroun parce que nous développons un projet d'accompagnement des personnes qui ont des problématiques d'addiction dans toute l'Afrique avec un modèle qui s'appelle Smart Recovery. Et nous avons commencé par le Cameroun. Donc il a goûté à des affaires du Cameroun, mon pays, et je ne respire plus depuis ce temps. Pour revenir à la problématique, à notre conférence de ce jour, je pense que ce qu'on doit retenir de cette première partie que Papa Ladjike vient d'énoncer, c'est que en tant que parents immigrants, et on peut élargir l'expérience vraiment à tous les parents que vous êtes au PPE, tant que parents, chaque déplacement, que ce soit dans la même région, changer d'école, changer de ville, changer de pays, entraîne un niveau de stress qui nous affecte nous comme parents, trouver la maison, trouver l'école, faire les démarches administratives, s'intégrer, mais qui affecte aussi nos enfants. Nos enfants ne sont pas des... j'aime bien l'expression de Rousseau dans les 1000. Émile n'est pas encore un homme, Émile est un petit homme. Donc, nous, comme parents, nous avons des stress, acheter la maison, la voiture, s'installer, avoir 1, 2, 3 jobs, mettre du pain sur la table. À plus forte raison, le petit homme ou la petite femme que nous avons, le petit enfant que nous avons, qui doit aussi faire face à des stress, des facteurs de stress pour s'intégrer à l'école,
dans le quartier, dans la nouvelle culture. Donc, il y a des chocs culturels, il y a des deuils, on perd des collègues, des amis, des relations dans la région qu'on a quittée et on doit bâtir de nouvelles relations. Il y a des enjeux à l'intérieur de la famille aussi. Le père ou la mère peuvent avoir une rapidité d'intégration que l'autre conjoint n'a pas et ça peut exploser. Et malheureusement, dans ce climat-là, dans ce tableau-là, souvent, les stratégies que l'on observe, c'est que chacun fait son cheminement tout seul, de façon individuelle. La mère fait sa bataille pour s'intégrer dans sa direction, le père est dans sa direction pour mieux s'intégrer et l'enfant, lui aussi, est dans sa direction pour s'intégrer à sa vitesse avec les outils qu'il a. Et très souvent, c'est là où on assiste à des risques, à des débordements. Et puis, justement, le fait d'avoir intitulé cette conférence « Les parents dont nos enfants ont besoin », je trouve que c'est très ingénieux, Georgette, d'avoir insisté sur cette articulation, parce qu'on dit souvent « les enfants que nous voulons avoir », plutôt que de se demander quels sont les types de parents, quel est le type de parents dont les enfants ont besoin. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. On a des attentes, souvent vis-à-vis des enfants, comme parents immigrants. Et puis, je fais vraiment l'effort d'élargir le sujet à toute l'expérience parentale, y compris pour des personnes qui n'ont pas eu besoin de se déplacer et qui sont dans leur pays. C'est qu'on a des attentes vis-à-vis des enfants, mais souvent, on se questionne très peu par rapport à quelle est la forme, la formule ou bien les compétences de parents que nous avons besoin de développer pour rejoindre les enfants que la vie nous a donnés. Et là, il y a des défis de santé mentale qui peuvent se poser et qui demandent justement de développer des compétences adaptées pour essayer d'accompagner nos enfants. Donc, c'est très ingénieux cette approche. Et puis, on parlait donc de la parentalité. Papa Ladjike a commencé à parler de la parentalité avec des éléments très concrets comme la répartition des tâches. Et moi, j'aimerais revenir là-dessus, la question de l'anxiété parentale. L'anxiété parentale. Parce que les enfants, ils ne sont pas là. C'est sûr que ça aurait été super qu'ils soient là pour qu'on écoute aussi leurs anxiétés dans leur processus d'intégration dans une nouvelle école. Mais en termes d'anxiété parentale, c'est quoi les anxiétés du parent d'aujourd'hui? Petite vox pop là. On va faire un tour là. C'est quoi les anxiétés que vous avez comme parents aujourd'hui? Parents immigrants, vous venez d'arriver, mais en tout cas, on va élargir comme parents. C'est quoi vos anxiétés? C'est quoi vos inquiétudes? C'est quoi vos stress aujourd'hui comme parents par rapport à vos enfants? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Saoudatou. Merci. Alors, je suis enseignante. Ça fait 12 années que j'ai immigré au Canada et j'enseigne depuis 11 ans. L'anxiété que mes enfants sont nés ici, je ne les ai pas ramenés, n'empêche que je développe quand même de l'anxiété par rapport à mes enfants. J'ai peur qu'ils ne se sentent pas à leur place, qu'ils ne se sentent pas acceptés. Et chaque jour, quand ils reviennent de l'école, je leur demande comment ça s'est passé leur journée, juste pour voir si, en dehors de l'académique, au niveau de leur santé mentale, est-ce que ta journée s'est bien passée? Ça, c'est une source d'anxiété pour moi, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être au Canada. C'est moi qui ai choisi de venir ici. Donc, je veux qu'ils se sentent bien, même s'ils sont nés au Canada. C'est ça. OK, merci. Donc, comme parents, on est inquiet, on vit cette anxiété-là de l'acceptation de nos enfants. Est-ce qu'ils sont acceptés dans l'environnement scolaire? Est-ce qu'ils sont acceptés dans la société dans laquelle ils vivent? Quelle autre anxiété vous avez comme parents? Bonjour, il faut se lever. Hein? Sentez-vous libre, assis ou debout? Bonjour, moi c'est Laurentine. Je vais avouer que l'anxiété que moi j'ai, c'est le fait que nos enfants se gardent et se souviennent de leur identité. Parce que ils sont nés au Canada,
grandi au Canada, ils sont Canadiens, mais on va toujours leur demander d'où viens-tu? Toujours. Et donc, ils viennent de l'Afrique, ils viennent du Cameroun, ils viennent de Fumban. Moi, je sais que le village d'origine, c'est Fumban. Mais des fois, quand tu leur poses la question, où est Fumban? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Donc, mon anxiété, c'est qu'ils se souviennent de cette identité et qu'ils soient capables de pouvoir l'articuler et qu'ils soient aussi capables de pouvoir la transmettre à leurs enfants. Parce qu'on va toujours leur poser la question « D'où viens-tu » Ils ne vont jamais échapper à cette question, même s'ils sont pleinement canadiens. Donc, c'est pour moi une très grande anxiété qu'ils puissent se rappeler de leur identité et de leurs origines. Merci. Merci. Donc, vous voyez, c'est amusant. On se déplace, on va en immigration, mais la question de l'identité de nos enfants, et surtout en lien avec le pays d'origine, reste une préoccupation qui nous fait nous demander, mais qui est-ce qu'ils vont être? Alors, il y a ces anxiétés-là, il y a les anxiétés de performance. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils deviennent? On a, comme parents, tout cela qui nous occupe l'esprit et qui nous empêche parfois de rentrer en contact avec les enfants que nous avons. Les enfants que nous avons, c'est qui? C'est parfois des enfants qui ne s'identifieront peut-être pas à Fumban, mais qui s'identifieront à, je ne sais pas, à Sudbury ou bien à Gatineau ou à Montréal et qui vont épouser la culture de Montréal. Et donc ça amène le parent immigrant à réfléchir à la question de, quand on parle d'adaptation, d'intégration, des deuils, ça amène le parent immigrant et même les parents globalement à réfléchir à certains deuils que l'on doit faire par rapport aux attentes que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Mon enfant ne sera pas moi. Mon enfant ne sera pas qui je suis. Mon enfant sera qui il est. Et donc, comme parent, ma mission pour combler son besoin, à ce moment, c'est laquelle? Ma mission serait donc non seulement d'aider l'enfant à se découvrir dans l'environnement avec les atouts que l'environnement lui donne, mais en même temps de l'accompagner. C'est certain qu'il arrivera une phase dans la vie de l'enfant où il aimera connaître une autre partie de lui qui est, par exemple, l'origine de ses parents. Mais si on fait de la résistance par rapport à son besoin d'être lui-même, ce à quoi on assiste, Papa l'a dit que tu en as parlé un peu, c'est des conflits intergénérationnels généralement observables dans les familles immigrantes. Le père ou les parents veulent absolument imposer la culture de leur pays d'origine et l'enfant est en résistance parce que généralement de 6 à 18 ans, c'est la question de l'identité, je me découvre, et ensuite la question de l'acceptation par les pères, adolescence jusqu'à 18 ans. Alors si la famille insiste beaucoup à dire non, tu es de Fumban, ben, qu'est-ce que l'enfant il fait? Il va chercher une nouvelle famille d'accueil. La nouvelle famille d'accueil, c'est la famille ambiante dans laquelle il est et qui l'accepte et qui lui permet de cheminer pour s'identifier au lieu où il arrive. Donc ça crée un conflit. Vous voulez que votre enfant ait des valeurs de votre pays d'origine, mais lui, il vit comme un Canadien, ben, il va aller dans la rue ou bien dans des groupes pour trouver cet accueil qu'il n'a pas. Donc, une question, en étant rigide dans l'éducation, dans les attentes vis-à-vis de l'enfant, on finit par le pousser à se radicaliser et à rejeter ses origines pour aller découvrir autre chose et s'accrocher ou à s'attacher à d'autres choses. Donc, comme parents, les parents que nous sommes appelés à être, c'est d'abord des parents qui ont de la flexibilité pour comprendre qui sont leurs enfants, comprendre quels sont les environnements et accompagner les enfants dans la construction de leur identité. Papa l'a dit que tu as parlé de la présence. Si je veux construire l'identité de mon enfant, l'aider à construire son identité, ça prend la présence.
La présence, c'est d'être là avec lui dans les activités pour l'aider, pour reconnaître ses forces, ses compétences, mais pour l'accompagner aussi dans les défis qu'il a. Et malheureusement, la question de l'indisponibilité, souvent comparant avec la réalité de la vie, fait qu'on est parfois de la difficulté pour être là quand nos enfants ont besoin de nous. Après avoir parcouru beaucoup d'écoles dans les 5 dernières années pour des ateliers avec les enfants, j'ai remarqué, avec toi, Papa Ladjike, les histoires des enfants, par exemple, sur la question de leur construction identitaire. Les enfants, ils partagent, quand vous discutez avec eux durant des ateliers, qu'est-ce qui est important pour eux. Ce que vous entendez, c'est que c'est important d'avoir, par exemple, la dernière tennis, le dernier Loulou Le Monde, parce que sinon, tu n'es pas dans la gang des populaires à l'école. Et vous, les parents, vous êtes à la maison, vous êtes tranquille un vendredi, et votre fille, votre garçon, vous fait la guerre parce que je veux le Loulou Le Monde, je veux le legging Loulou Le Monde. Et vous vous dites, mais pourquoi le legging Loulou Le Monde? Mon enfant change, je ne comprends pas mon enfant. Ou alors, je veux tel basket, je veux telle paire de chaussures, je veux acheter tel vêtement dans tel magasin spécifique. Très souvent, c'est parce que, moi je l'ai découvert aussi à mes dépens, c'est que le besoin d'appartenir à l'école. Donc à l'école, le mode de socialisation dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, c'est de porter telle marque, c'est de porter tel vêtement, sinon on est marginalisé. Alors, si vous n'êtes pas présent pour aider votre enfant à discerner quelle est la valeur à donner à tel vêtement, à telle marque, bien, vous perdez. Ou alors l'enfant, au niveau de sa construction identitaire, va développer ce qu'on appelle les people pleasers, c'est-à-dire que je fais ce que les camarades veulent parce que je veux me faire accepter. Donc il y a plein de défis comme cela au niveau de la construction identitaire de l'enfant qui font que si on ne développe pas la présence, la flexibilité, l'écoute comme parent, il est difficile d'aider nos enfants à devenir qui ils doivent être. On n'a pas beaucoup de temps, on va rapidement passer notamment à la question des écrans. La question des écrans, ce que je vais dire rapidement sur la question des écrans, et puis je vais laisser la parole à Papa Ladjike, je vais le dire de façon exhortative. Je lisais un livre il y a 2 ans, c'est une psychologue au Québec, Lucie Mandeville, elle parlait de l'éloge de l'ennui. L'éloge de l'ennui. L'éloge de l'ennui, c'est que comme on a une anxiété d'occuper les enfants, d'être de bons parents, souvent ça nous amène à essayer de combler tous les vides dans la vie de l'enfant. Donc on est là, on remplit les vides. Et comme l'enfant pleure ou l'enfant dérange ou l'enfant semble être inoccupé, la question des jeux et des écrans sont donc rentrées. On donne quelque chose pour occuper l'enfant. Et elle, sa position, c'était l'éloge de l'ennui. Elle disait, dans un voyage comme de Québec à Montréal, c'est important que mon enfant s'ennuie dans l'arrière de la voiture parce que c'est le moment où il contemple la nature, il voit des arbres, il peut demander c'est quoi cet arbre, c'est quoi cette plante. S'il a un écran et s'il est sur son jeu, il y a de fortes chances qu'il rate beaucoup de réalités. Il vit dans une réalité parallèle plutôt que de connecter à la réalité dans laquelle il vit. Puis, je termine par là, c'est que parfois dans notre anxiété de performance comme parent, on est rendu à combler tous les trous parce qu'on se dit, je suis peut-être un bon parent parce que je garde mes enfants, tac, 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 il fait beaucoup de choses. Mais parfois aussi, même au niveau de la construction de la fratrie, c'est important de laisser la fratrie se déployer, la personnalité, où les personnalités se construisent là, dans la résolution des conflits, comment la sœur, le frère négocient la solution pour se partager un jeu. C'est constructif, c'est la construction de la personnalité de chacun qui se fait là. Mais parfois, on est rendu à les séparer. On fait des cloisons entre les enfants. On achète 3 jouets. C'est-à-dire que toi, tu as ton jouet, toi, tu as ton jouet, toi, tu as ton écran. Et on les sépare, on les isole. Conséquence, ça crée en eux ce sentiment d'entitlement où, non, le monde me doit
et c'est ma chose, et on ne développe pas en eux des compétences de négociation où on peut se partager, on peut travailler à la solution. Donc, si comme parent, on ne travaille pas son anxiété de performance, on sera tenté de faire beaucoup de choses pour les enfants plutôt que de faire des choses aux enfants. De faire des activités aux enfants. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que cela a aussi des conséquences au niveau des salles de classe. Les enseignants aujourd'hui, je sais qu'il y a des responsables des conseils scolaires là, sont obligés à cause de la reconfiguration du paysage scolaire, du cadre hétérogène. Les enseignants sont obligés parfois de faire le travail pour lequel ils n'ont pas été formés, c'est-à-dire de se réadapter pour répondre aux besoins des enfants. Mais c'est des sujets à réflexion qui pourront être exploités une autre fois. Je vais laisser la parole à papa. Merci. Merci Olivier. Fait que moi, je vais prendre peut-être 2-3 minutes simplement pour continuer un peu et puis amener les solutions. OK? Et je vais passer la parole pour qu'on puisse avoir le temps de... Oui, voilà. Donc, Georgette me montre la montre. Quand vous regardez ici, ce que je dis aux parents, je ne vais pas insister sur les détails parce que vous aurez probablement la présentation, puis on est ouvert. Si vous voulez nous envoyer des courriels ou des choses comme ça, vous avez des questions, on peut toujours être disponible pour ça. Mais la réalité des jeux vidéo, ce que je dis aux parents, c'est que les technologies ne sont pas un problème. C'est l'utilisation des technologies qui peut être un problème. OK? Nous, de notre génération, on avait nos propres jeux. Eux, leur génération, c'est les écrans. Maintenant, comment on utilise les écrans? Moi, je dis aux parents souvent, évitez de dire aux enfants, de leur pointer du doigt, puis de dire, ben, tu joues beaucoup. OK? Qu'est-ce que tu fais avec ton jeu? Un parent doit apprendre à jouer avec ses enfants. Vous me direz, mais pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Intéressons-nous à ça. Vous savez pourquoi? L'enfant, moi, quand je viens jouer avec mon fils, je lui donne une partie du pouvoir. Parce que je ne connais pas son jeu. Je lui dis, enseigne-moi. Et là, je lui donne un sentiment de pouvoir, de fierté. Papa est venu apprendre avec moi. Mais vous serez surpris d'entrer dans le monde virtuel de vos enfants. Les avatars qu'ils choisissent, ils ne le choisissent pas au hasard. Ils choisissent les avatars par rapport à leur propre identité, qui ils sont ou qui ils aimeraient être. Et quand vous rentrez dans leur monde, là, ils vous écoutent. Là, ils vous acceptent. Là, vous pouvez avoir les vraies discussions. Surtout nos ados. Je dis bien surtout nos ados. Donc, donnons-nous du temps à aller souvent jouer avec eux. Intéressons-nous à leur jeu. Et c'est là qu'on arrive à mettre des limites avec eux. Parce que l'enjeu fondamental ici, c'est vraiment... Bon, ça, c'est les symptômes. Hein, quand est-ce qu'on se rend compte que ça devient problématique? Parce que le jeu peut être problématique. Je vous dis que j'ai déjà reçu 2 ou 3 jeunes qui sont venus en centre de traitement. Leur problématique, c'est les jeux excessifs. Parce qu'ils ne mangent plus, ils ne dorment plus, ils se lèvent à 2h, 3h du matin pour jouer à des jeux. Le matin, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et finalement, ils développent des troubles. Alors, quand ça rentre comme ça, au niveau comportemental, au niveau psychologique, au niveau physique, ben là, ça pose problème. Et il y a, disons, comme un ophtalmologue dernièrement que j'ai écouté qui disait que dans les années à venir, on aura énormément de jeunes adultes qui vont développer des troubles de la vue. Et certains aussi vont développer des troubles disons, comme avec le cou, parce que tu es tout le temps sur ton téléphone, puis ça joue aussi. Ce que je veux dire ici, c'est comment on reprend le contrôle en tant que parent. Il faut offrir un encadrement, établir des règles, avoir une cohérence et une constance et appliquer des conséquences. Et les conséquences ne sont pas tout le temps négatives du moins. Il peut y avoir des conséquences positives aussi. OK? Alors, moi, ce que je suggère, c'est de prévoir des périodes déconnectées. Et j'ai entendu
une maman le dire tantôt. Apprenons à dîner avec nos enfants, à manger avec nos enfants. Le temps du souper, le temps du petit déjeuner. Des fois, le petit déjeuner, c'est difficile. Hein? Le déjeuner le matin, c'est difficile parce qu'on est sur le rush. Mais le dîner, prenons le temps de dîner avec nos enfants. Et le dîner, le moment du dîner, c'est le meilleur moment pour se déconnecter. Moi, à la maison, il y a un panier. Quand j'ai des invités, vous mettez votre téléphone dans le panier. On ne mange pas en ayant un téléphone à table. C'est irrespectueux. Tu n'es pas connecté avec les gens. Il faut avoir des moments de déconnexion. Mais pour aider les enfants à avoir des moments de déconnexion, il faut avoir des activités avec eux. Créons des activités avec eux. Parce que tant qu'on a des activités avec eux, on peut se déconnecter. Mais je vois des parents qui, eux-mêmes, ont des enjeux avec leur téléphone. Les téléphones aujourd'hui se sont invités sur notre lit de couple. Ils sont au milieu du lit. On a un téléphone jusqu'à 22h et on veut se coucher et on se dit, je veux me coucher puis je vais me réveiller le matin. Tu dors mais ton cerveau ne dort pas. Et nous avons Internet et le téléphone est à côté du lit. Les ondes là, ça joue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on développe beaucoup de difficultés. Chez les enfants, on se rend compte de plus en plus que s'ils commencent à utiliser le téléphone à bas âge, ça peut développer des fois des troubles déficitaires de l'attention. Okay? Je vais aller... Les recommandations, 6 à 9 ans, ça vous pourrez aussi l'avoir dans les diapos, mais je vais finir par la Georgette. Hein? Je m'excuse, mais ça c'est extrêmement important pour moi en tant que parent. Ça, c'est une de nos responsabilités. Le monde virtuel est un monde où on retrouve tous les profils. C'est comme dans la vie en général, on retrouve tous les profils. Et les chasseurs, ils sont aussi et ils savent comment attraper des proies. Ce qui fait qu'en tant que parent, on a la responsabilité de mettre des limites avec nos enfants. Moi, c'est clair, je ne suis pas dictateur, mais tant que tu vis chez moi, tu respectes les règles de chez moi. C'est chez toi, mais les règles, la responsabilité des règles, ça revient aux parents. Vous savez, un des besoins fondamentaux d'un enfant, c'est un besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité-là doit être comblé par le parent. Et on verra des familles où les enfants, en n'ayant pas cette responsabilité-là parentale, vont prendre le rôle du parent. Il y a des familles où ce sont les enfants qui parentent leurs parents. Parce que le parent n'a pas su prendre son rôle en tant que tel. Et quand il s'agit des écrans, moi, ce que je suggère aux parents, c'est ayons une discussion, une conversation transparente avec nos enfants, nos ados. OK, tu as une utilisation, la fin de semaine, tu peux utiliser pendant 4 heures de temps. Maintenant, comment tu veux utiliser tes 4 heures de temps de la fin de semaine? Moi, je veux utiliser 1 heure, après, je prends une pause, puis j'utilise, etc. OK, on tombe d'accord sur ça, c'est des règles, c'est bien écrit. Si tu dis que tu utilises de 9h à 10h, de 10h à 11h, il y a une autre activité à faire. Fait que si tu dois le changer, on doit en discuter là. Tu ne peux pas le changer comme de ton côté. Si on dit que tu utilises pendant 4 heures, si je me rends compte que tu as utilisé 5 heures, tu perds ton 1 heure de la semaine prochaine. C'est ça les règles. Quand on dit qu'on n'utilise pas, disons comme les écrans dans la chambre à coucher, c'est qu'on ne l'utilise pas dans la chambre à coucher. Si tu le fais, ton téléphone, tu le perds pour la fin de semaine à venir. Et c'est ça la règle. Et comme ça, on négocie, on est dans une négociation, on est dans une collaboration avec les enfants. Mais il faut qu'il y ait des règles. Et le contrôle va passer par protéger l'identité numérique des enfants. Aujourd'hui, il y a des dégâts énormes sur nos enfants, surtout nos ados. Il y a beaucoup de suicides qui sont reliés simplement à un déficit de contrôle
parental et d'accompagnement, je dirais même parental en termes d'utilisation. Parce que le bullying s'est transposé dans le milieu virtuel. Et celui qui te bully dans le milieu virtuel, ce n'est pas une personne physique que tu peux voir. S'il n'y a pas de conversation à la maison, que ma fille poste une photo sur Instagram et qu'il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui dit « ben, t'es vilaine, toi ». Et d'autres commencent, parce que c'est un algorithme. Hein? Des fois, quand quelqu'un met un commentaire, ben, il peut y avoir plusieurs commentaires désagréables. S'il n'y a pas de conversation, ben, elle va intégrer tous ces messages-là, parce que c'est des poisons qu'on lui envoie. Et là, il commence à se déprécier, il commence à dire, ben, je n'ai plus le droit de vivre, je ne vaux rien, je ne suis pas belle. Et là, puisque c'est ça, ben, mieux vaut que je disparaisse. Et il y a des commentaires souvent qui disent, ben, prends-toi ta vie, là. Ta vie ne vaut rien, là. Donc, en tant que parent, cette communication autour des écrans doit être une communication où la présence, la patience et la compassion. C'est mon mot de fin. La présence, la patience et la compassion. Si on le développe en tant que parent, on peut plus facilement rentrer dans, disons, comme dans le monde de nos enfants et les accompagner. Donc, je vous remercie. Ça va être la période des questions et des conversations. Merci au PPE de nous avoir invités. On peut parler de ces thématiques-là, surtout l'utilisation des écrans, ça peut être un programme pour toute une journée, parce qu'il y a énormément à dire. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci, Papa Ladjiké et M. Olivier Angouté. Le temps nous manque un petit peu pour les questions. Par contre, je crois que ce qu'on pourrait faire, parce qu'on a des gens qui sont en virtuel, on leur a promis de 10h à midi. Alors, ce que je voudrais inviter les gens, ici dans la salle, on va avoir nos conférenciers avec nous pour l'heure du dîner, je crois, oui? OK. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les relayer à nos conférenciers ou tout simplement nous les envoyer aussi si vous voulez par la suite. Là, on peut faire une série de questions-réponses. Ça nous fera plaisir pour ceux qui sont avec nous via la plateforme virtuelle. Mais je vous invite aussi à nous envoyer vos questions et nous nous assurerons qu'elles seront répondues. Right? Hey, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment amené à une grande réflexion. Puis, je ne suis pas dans le contexte de l'immigration, quoique malgré que j'ai immigré dans mon propre pays, je suis venue du Québec dans un milieu anglophone en Ontario, ce qui est quand même une certaine immigration, mais j'ose imaginer ce qui se passe dans la tête de nos jeunes quand ils vivent une immigration comme ça, et les parents aussi. Et ce que je retiens vraiment de ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, c'est que dans un contexte d'immigration, l'adaptation culturelle, c'est pas un chemin que l'enfant doit parcourir seul. Je pense que c'est une aventure familiale où chaque geste d'écoute, chaque geste posé, avoir un dialogue ouvert et chaque pont qu'on construit entre les deux cultures devient un levier puissant pour la santé mentale de nos jeunes, puis créer un environnement qui valorise et à la fois l'identité d'origine et une ouverture à la culture d'accueil, c'est un cadeau inestimable qu'on peut leur offrir. Alors, vraiment, un gros merci pour ça. Votre générosité, votre expertise, votre passion, hein, surtout, on la voit, a enrichi nos réflexions et nous ont inspirés et nous ont outillés pour continuer à jouer notre rôle de parents de façon le plus optimale possible. Alors, j'espère que vous avez apprécié autant que je l'ai fait. Alors, merci beaucoup. Ouais. Et en parlant d'engagement et d'impact à long terme,
c'est pour vous, vous pouvez rester ou ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Mais on a une petite cérémonie de clôture qu'on aimerait faire avec vous. Alors, on souhaite prendre un petit moment parce qu'on parlait d'engagement, d'impact à long terme. Alors, on souhaiterait prendre un petit moment pour souligner un jalon important dans l'histoire récente de notre organisme Parents partenaires en éducation. En août 2020, en pleine pandémie, alors que l'incertitude planait sur bien des secteurs, je suis sûre que la plupart d'entre vous vous rappellent la pandémie, right? En tant que parent, ça a été assez intéressant. Alors, Julie Béchard s'est jointe à PPE à titre de directrice générale. Alors, à cette époque, PPE fonctionnait vraiment à capacité réduite et aujourd'hui, 5 ans plus tard, l'équipe s'est élargie, comme vous pouvez le constater. Nos actions se sont diversifiées et notre présence s'est vraiment renforcée dans plusieurs régions, notamment le Nord, parce qu'on a le privilège d'avoir une résidente de Timmins comme directrice générale. Oui! Alors, ce que nous souhaitons vraiment souligner, c'est la stabilité que ces 5 années ont permise. Après une période de transition fréquente au poste de direction générale, PPE a pu se recentrer et structurer ses actions, approfondir son rôle auprès des parents francophones en Ontario. Et quelques jalons ont marqué cette période. Permettez-moi d'en nommer quelques-uns. La mise en place d'une nouvelle structure de gouvernance simplifiée, l'adoption d'un cadre stratégique qui oriente maintenant nos initiatives, l'établissement de collaboration durable avec les conseils scolaires, n'est-ce pas, messieurs? Un meilleur ancrage dans le nord de la province, comme je l'ai mentionné, avec une attention renouvelée aux besoins et à la réalité des parents francophones dans ces régions. Et ces avancées sont le fruit vraiment d'un travail collectif soutenu par une direction stable, une équipe engagée et des partenaires de confiance. Alors, nous souhaitons donc reconnaître 5 années de continuité à la direction générale comme un moment important dans le parcours de parents partenaires en éducation, une période de consolidation, d'écoute, de collaboration au service de notre mission. Et ce n'est qu'un début. Nous avons déjà commencé à travailler sur une nouvelle vision stratégique pour aller encore plus loin, pour toucher encore plus de familles, pour amplifier encore davantage la voix des parents franco-ontariens. Et même si Julie nous a demandé de ne pas avoir ce moment destiné à lui lancer des fleurs, bien, on ne peut pas passer sous silence l'impact réel, profond et durable que ce leadership a eu sur notre organisme, sur nos projets et surtout sur les parents que nous servons. Alors aujourd'hui, en guise de reconnaissance pour ces 5 premières années marquantes et pour tout ce qui a été accompli, on invite Julie Béchard à recevoir un petit geste de notre gratitude par notre président, M. Paul Barry, et sa petite nièce Audrey, qui est très fière de cet arbre. Wouh! Ah. Et comme la boucle est bien bouclée, bien, c'est Julie elle-même qui va compléter la clôture de notre congrès 2025 avec son authenticité habituelle. Mais je pense peut-être, Léo, as-tu la chance de prendre une photo de ce moment magique? Oui? OK, d'accord. Alors, Julie, à toi la parole. Merci, Julie. Tu es le cœur, tu es l'énergie, puis tu es la passion de PPE. Fait que merci, merci, merci. Oh, je suis une personne émotive, je le sais. 5 ans chez PPE, ça va tellement vite, puis ça a été tellement un plaisir pour moi. Donc, je vais m'essuyer un peu les yeux, je vais essayer de voir ma page. Chers parents et partenaires, le rayonnement de notre réseau est plus fort que jamais. Aujourd'hui, sous le thème « Semer le bien-être, récolter l'épanouissement », nous avons reconnu l'importance de prendre soin de notre santé mentale en tant que parents et premiers intervenants auprès de nos enfants. Cultiver notre bien-être, c'est aussi faire grandir nos familles, nos écoles et toute notre communauté. Ensemble, nous avons démontré la force de l'engagement parental, capable de transformer nos écoles et de bâtir des milieux inclusifs, dynamiques et bienveillants. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé en ligne. Votre présence à distance a été appréciée. Nous espérons que vous repartez avec des idées et des outils utiles. N'oubliez pas de remplir votre formulaire d'évaluation partagé par notre gestionnaire du clavardoir, Mabel. Votre rétroaction nous est essentielle.
Pour celles et ceux en présentiel, après la pause du dîner, 2 activités interactives vous attendent pour enrichir vos échanges et vos apprentissages. Un immense merci à nos commanditaires, l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, les conseils scolaires catholiques de langue française en Ontario, l'Association des conseils scolaires des écoles publiques, IDELO, TFO, un de nos grands partenaires, et le consortium Centre Jules Léger pour avoir rendu notre congrès accessible en langue des signes. Merci aussi à nos interprètes, Nadia et Rosiane, pour leur excellente interprétation en langue des signes. Merci à nos bailleurs de fonds, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada pour leur soutien indispensable et au Collège Boréal pour leur appui à nos services de gardiennage. Votre engagement est tellement important pour notre communauté franco-ontarienne. Merci à notre maîtresse des cérémonies, Nathalie, la directrice des communications. Comme toujours, une animation dynamique et chaleureuse de notre congrès. Je m'en voudrais de ne pas remercier très chaleureusement tous nos employés de PPE. Quel bonheur de vous avoir dans ma vie, franchement. À titre de parents, vous les avez peut-être côtoyés dans votre chemin lors de nos activités, de nos soirées parents ou encore sur nos médias sociaux. PPE a vraiment la meilleure équipe. Chaque employé incarne au quotidien les valeurs qui font la force de notre organisation avec passion, dévouement et bienveillance. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. À nos bénévoles extraordinaires, parents ambassadeurs, parents influents, parents animateurs, membres des comités consultatifs régionaux, parents autochtones du Cercle d'échange et membres du conseil d'administration, un immense merci pour votre générosité, votre énergie et votre engagement. Non seulement votre implication, mais votre engagement. À tous les parents de notre réseau, PPE vous ouvre grand ses portes et ses bras. Joignez-vous à nous, semez le bien-être aujourd'hui et ensemble récoltons l'épanouissement de toute une génération. De plus, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre réseau afin de rester informé de nos prochaines activités, ressources et initiatives. Merci d'être là, merci d'être vous. À tout à l'heure et profitez bien de votre après-midi.